Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Encore une fois, désolé pour le petit retard, je fignolais quelques petits détails pour vous ravir et vous satisfaire, évidemment. 18h02, nous sommes le 16 juillet. J'espère que vous êtes toutes et tous passé une excellente semaine, que vous avez eu un temps un peu moins pourri qu'en Haute-Savoie, parce qu'on va pas se mentir, on se croit aux alentours de Thanksgiving. Pas ouf le temps, pas ouf du tout. On est à la recherche du soleil. Si quelqu'un l'a aperçu en France, qu'il donne son adresse de suite, sans plus tarder. Une semaine calme au niveau du sport. On a fini Wimbledon. Il n'y a plus d'Euro, plus de Copa América. Mais je vous ai trouvé des petites choses. Je vous ai quand même trouvé quelques actus croustillantes, chaudes et trépidantes. Ne vous inquiétez pas pour ça. On va commencer dans le vif du sujet. On va commencer avec l'image forte en NBA cette semaine. Alors attendez, je vous mets ça, vous allez... Voilà, regardez-moi cette image. N'est-elle pas belle? Alors, est-ce que je peux la mettre en plus grand? Même pas. Cette image, le contre décisif du Game 4 entre les Suns et les Bucks. Pour ceux qui ont suivi l'affaire, les Suns qui menaient 2-0 face aux Bucks en finale de NBA après deux victoires acquises avec la manière contre les Bucks. Les Bucks, on en avait parlé dans le live de lundi, qui avait arraché un Game 3. J'avais dit attention au Game 4, il peut être et il va être décisif. Et ben voilà, le numéro 34, le patron a pris il a pris ses responsabilités, le garçon. Il nous a sorti une ligne de stats à faire pâlir tous les marquis de Sade, comme aurait dit Michel Sardou. Un grand monsieur, regardez, Ganis Antetokounmpo, numéro 34 sur le dos. Regardez-moi cette détente pour aller chercher le contre décisif qui va assurer la victoire à Milwaukee, qui va s'imposer 109-103 sur son terrain face à Phoenix. Eh ben, regardez-moi cette détente. Dites-vous, l'arceau là est à 3 mètres de hauteur. Alors, bon, pour des gens comme moi qui ont une détente de 13 cm à peu près, ça représente une montagne impossible à gravir. Ça semble assez facile pour le garçon. Les appuis sont solides, les jambes sont tankées, les bras sont tendus. Regardez-moi la facilité qu'il a pour aller chercher ce contre en toute fin de match. On va jeter un petit œil sur la box score. Voilà, 109-103. La ligne de stade de Ganis, encore une fois, tout en sobriété, plus léger que sur le match 3 parce qu'il y avait des collègues autour qui ont pu s'assurer, mais 26 points, encore 14 rebonds, 8 passes. Chris Middleton, qui était passé un petit peu à côté sur quelques matchs depuis le début des finales, qui va nous chercher 40 points, 6 rebonds, 4 passes. Dans la facilité, pas de Connaughton, le chouchou qui sort 11 points en sortie de banc, venu de nulle part. Voilà, les Bucks qui ont assuré. En face, Devin Booker qui était pas en reste, hein. Il a sorti un match de fou furieux, peut-être son meilleur match depuis le début des finales. Sauf qu'en face, à ses côtés, Chris Paul a vécu un trou noir sur ce match 4. Donc compliqué pour les Suns qui ont loupé l'occasion peut-être d'aller chercher le troisième match à l'extérieur. Ils étaient en tête à un moment dans le quatrième quart-temps. On a cru que ça allait être le hold-up. Et quand le match s'est durci, ben, je vous remets l'image, hein. Voilà, il est là, il est beau coco. Des bras. Le garçon est solide, hein. Vraiment voilà. Il y a beaucoup de gens en NBA qui disent que c'est juste une machine à courir vite, tout droit et à y aller en puissance. Quand on voit l'explosivité qu'il a, il aurait tort de ne pas s'en servir. Et en plus, il étoffe son jeu au fur et à mesure dans sa carrière. Il a une certaine aisance technique qu'il n'avait pas encore jusqu'à maintenant. C'est plus juste une machine à monter sur ressort et surpuissante. Il y a une vraie aisance technique qui se dégage. Il commence à lâcher des petits fadeaways au poste. Ça commence à devenir intéressant. Il se développe un petit shoot à 3 points pas dégueu. C'est pas Stephen Curry, mais il en rend quelques-uns. Quand on voit le potentiel athlétique qu'il a, voilà, le mec, il va être à 42 minutes de jeu déjà depuis le début du match. Il va te lâcher ça dans le plus grand des calmes. Sur un alley-oop qui était presque joué à la perfection du côté des Suns. Et le mec, il s'imposait en patron sur cette action. Et il prouve, si besoin est, à quel point il est monstrueux. Il est monstrueux, il est grandiose.
Donc voilà, Game 4 qui s'est déroulé, on a 2 victoires partout. Une série qui se prolonge un petit peu dans la durée, ce qui n'est pas pour nous déplaire évidemment. Il y en a un à qui ça plaît beaucoup moins, cette longévité, c'est Greg Popovich. Greg Popovich, pour ceux qui ne le savent pas, en plus d'être un des plus grands, si ce n'est le plus grand entraîneur de l'histoire de la NBA, il reste aussi à l'heure actuelle l'entraîneur de Team USA, qui, vous le savez, prépare ces Jeux Olympiques, où ils joueront, on l'a déjà dit, contre nos vaillants tricolores. Team USA, on en avait parlé lundi, qui avait perdu pour la première fois de son histoire face à une équipe africaine, en l'occurrence le Nigeria, qui a loupé son deuxième match en se faisant battre par l'Australie, porté par un Patty Mills qui joue habituellement sous les ordres de Greg Popovich, un Patty Mills des grands soirs. Les Américains qui se sont vengés le lendemain en allant battre les Argentins sur un score de 108-80, avec 17 points de Kevin Durant et de Bradley Beal. Sauf que là, depuis 2-3 jours, côté Team USA, c'est un peu la soupe à la grimace. Il y a eu un cas de Covid décelé dans l'effectif de Team USA, qui est composé à la base de 12 joueurs. C'est Bradley Beal, l'arrière de Washington, qui a été détecté et contrôlé positif pardon, au Covid. Je sais, on dit à la Covid, mais j'arrive pas. Donc pour vous, ça sera au Covid. Et c'est tout. Bradley Beal contrôlé positif au Covid. Il y a eu Jeremy Grant, un autre joueur de Team USA, qui a été mis en isolation par pure précaution. Donc Team USA, à l'heure actuelle, ils ont perdu Bradley Beal, ils ont perdu potentiellement Jeremy Grant, sachant qu'ils partent dans 3 jours pour Tokyo. En plus de ça, on a appris il y a même pas une heure que Kevin Love, le pivot de Cleveland, qui fait lui aussi partie de Team USA, déclare forfait puisqu'il a une blessure, je crois, au genou ou au mollet, qui n'a pas suffisamment guéri. Il ne se considère pas prêt à 100% pour rejoindre pour accompagner Team USA au bout de 10 jours de préparation. Donc sur les 12 joueurs initialement prévus, il y en a déjà 3 qui sont, on va dire 2 et demi qui sont médicalement forfaits. Et là-dessus, pour la déconne, on rajoute Chris Middleton, Drew Holiday et Devin Booker, qui sont tous les 3 actuellement occupés par cette finale qui oppose Milwaukee à Phoenix, puisque Devin Booker est la star de Phoenix, et Chris Middleton et Drew Holiday constituent la ligne arrière de Milwaukee. Donc, à l'heure où on parle, Team USA va partir pour Tokyo dans 3 jours avec seulement 6 joueurs de valides. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce que selon le temps que va prendre la finale, on ne sait pas si les joueurs, les 3 qui sont concernés par la finale seront disponibles et ou en état de jouer parce que la saison commence à être un petit peu longue. Et pour Team USA, la situation devient très compliquée. Alors, rassurez-vous, hein, il y a de la qualité derrière, s'il y a besoin de prendre des joueurs en renfort, en fonction des protocoles sanitaires, je pense qu'ils pourront trouver des joueurs pour compléter l'effectif. Mais en tout cas, c'est une donne qui perturbe pour l'instant la prépa de Team USA, parce que quand bien même les 3 joueurs concernés par la finale arriveraient à rejoindre le groupe, il n'y aura pas eu d'entraînement, et même s'ils ont des qualités individuelles très, très au-dessus de la moyenne, le basket reste dans l'ADN un sport d'équipe. Et voilà, il y a des schémas, il y a des systèmes de jeu à mettre en place, et pour ça, ça peut être un véritable problème pour Greg Popovich et le staff de Team USA pour préparer son équipe. Après, encore une fois, la qualité intrinsèque de Team USA fait que s'ils s'appliquent, ils peuvent faire quelque chose de très propre. J'en profite pour saluer Werin dans le chat qui m'a dit coucou. Coucou, aussi évidemment. Merci d'être là. Merci à tous ceux qui ont pris le petit rituel du vendredi sport de nous rejoindre à 18h. Ça fait grandement plaisir, bien évidemment. Que vous dire d'autre, si ce n'est que. Alors, j'ai pas regardé le match puisque ça tombait pendant mes heures de travail, mais félicitations au 15 de France, qui a été un 15 de France largement remanié, qui a fait sa tournée en Australie, qui est passé tout près de la victoire sur le premier match contre l'Australie, qui s'est poignardé toute seule comme une grande sur la dernière action. Ils avaient le ballon, ils n'avaient plus qu'à sortir du terrain, ils ont perdu le ballon et ils perdent 23-21 contre les Wallabies. Deuxième match qui a eu lieu hier de mémoire, victoire à l'arrache 28-26. Le troisième match sera demain, donc quoi qu'il arrive, ça reste une tournée très prometteuse. Il y a beaucoup de petits Français, beaucoup de jeunes qui ont marqué des points
sur cette tournée dans l'hémisphère sud. On sait que le 15 de France est très friand de ces tournées pour aller jouer un peu contre les sélections du sud. Donc voilà, petite victoire et non des moindres contre l'Australie. C'est toujours bon pour boucler une saison d'aller taper un des gros pays en termes de culture rugby. Petit crochet par les terrains j'allais dire de basket, un réflexe. Les terrains de tennis, bon, on est en période post-Wimbledon, c'est un peu calme en ce moment au niveau actu tennis parce que entre la préparation de l'US Open, le flou qu'il y a un petit peu par rapport au tournoi des Jeux Olympiques, il y a eu pas mal de forfaits, on l'a vu. Federer a déclaré forfait cette semaine. Djokovic avait fait planer le doute, finalement il sera là. Quoi qu'il arrive, cette semaine, c'est un petit peu calme niveau tournoi. Petit coup de cœur sur l'ami Benoît Paire, qui a été nous chercher une victoire hier solide en 2-7 contre le Chilien, je crois, ou le Péruvien, non le Péruvien, Varillas, avec un tie-break solide, malgré une balle de match vendangée sur une volée où il n'avait plus qu'à conclure et il a mis hors du cours, mais en tout cas une victoire solide au tie-break dans le deuxième set. Il jouera d'ici 5 minutes, vous voyez, je sais pas si vous voyez vraiment bien l'écran, mais il va jouer normalement à partir de 18h20 contre l'Argentin Delbonis pour une place en demi. Tournoi de Hambourg, duquel a été éliminé la tête de série numéro 1 et grandissime favori sur le papier, Stefanos Tsitsipas, qui a été battu pas plus tard que cet après-midi, pardon, contre Krajinovic en 3-7, 6-3, 6-3, 1-6, 6-3. Donc voilà, il y a un tournoi d'Hambourg qui s'annonce assez ouvert. Mention spéciale aussi à la petite pépite française qui nous a grandement séduit cette semaine du côté de Bastad, Arthur Rinderkner. J'ai du mal à prononcer son nom, je suis désolé. Je sais jamais si c'est Rinderkner ou Rinderknecht. Je crois que c'est alsacien, donc ça doit être Kner. Quoi qu'il arrive, je m'excuse pour ses fans. Qui a fait un tournoi un peu plus honorable. Hein. Lui qui était 105e au classement ATP avant le début de ce tournoi, qui a été jusqu'en quart de finale battu par Yannick Hanfmann, pardon, l'Allemand qui a fait encore une fois un tournoi assez solide. Donc voilà, au niveau actualité de tennis, en ce moment c'est un petit peu calme, hein. On est toujours dans cette fin de période un petit peu intense où Roland Garros et Wimbledon s'enchaînent. Là, d'autant plus avec le tournoi olympique qui s'annonce, c'est un petit peu plus calme, ça se repose, ça reprend des forces avant le sprint final avec encore une fois les JO et l'US. Donc voilà, une actualité tennistique assez calme cette semaine. Niveau sport, encore une fois, pas de foot, enfin pas de foot. Ça a joué un petit peu, on a des clubs européens qui reprennent un petit peu le rythme avec les matchs amicaux. On a aussi les premiers tours de Ligue des Champions. Il n'y a pas encore eu de grosses affiches, donc c'est pour ça j'en parle pas outre mesure. Je pourrais vous parler de la qualification du FF Malmö, mais tout le monde s'en fout. Voilà. On attendra encore quelques tours avant d'en parler. Donc, petite actualité assez calme. Qu'est-ce que je vous avais noté d'autre? Oui, évidemment, le Tour de France, hein, l'événement franco-français par excellence. On arrive à la fin du tour, il ne reste plus que 2 étapes. Il reste un contre-la-montre demain entre Libourne et Saint-Émilion pour les amateurs de grands crus. Et une dernière étape entre la commune de Chatou dans les Yvelines et les Champs-Élysées, euh, lieu d'arrivée euh, lieu d'arrivée évidemment traditionnel et historique du Tour de France. Encore une fois, ils vont faire 9 fois le tour des Champs-Élysées et 9 fois le tour du premier arrondissement pour boucler le tour. Normalement, les classements sont figés. L'ami Tadej Pogacar qui nous a fait une masterclass. Les mauvaises langues diront qu'il y a quelques soupçons. Je n'en suis pas là pour en juger. Je ne suis pas là pour en juger, pardon. Bon, toujours est-il que si on prend sur le site officiel du Tour de France, l'ami Tadej Pogacar, vous voyez, les mecs qui ont déjà fait 80 heures de vélo, là, les mecs ils sont déjà carbo. Euh, 5 minutes d'avance sur Jonas Vingegaard. Il faut savoir que Pogacar, il réussit une perf assez monstrueuse. Il est maillot jaune, donc premier au classement général. Il est meilleur grimpeur, donc avec le fameux et célèbre maillot blanc à pois rouge. Et en plus, vu qu'il a moins de 25 ans, bah évidemment, il est meilleur jeune. Il faut savoir que le classement des jeunes, c'est jusqu'à 25 ans. Donc voilà, petite performance de Pogacar.
Sachant que le seul classement qui lui manque, c'est le classement du meilleur sprinter à points. Mais vu qu'il ne dispute pas les sprints, c'est un peu compliqué. Il est quand même 7ème, hein, voilà, pour la déconne. Classement qui est dominé pour l'instant par Mark Cavendish. Cavendish, sprinter historique du peloton, qui a égalé cette année les 34 victoires sur le tour de Eddy Merckx, qui lui, pour le coup, est quintuple vainqueur du Tour de France dans les années 70. C'est peut-être le seul suspense qui reste. Est-ce que Cavendish ira chercher sa 35e victoire sur les Champs-Élysées? C'est quasiment impossible, de l'ordre de 0,00001% qu'il aille chercher une victoire sur le contre-la-montre. Il faudra un cataclysme et des circonstances inimaginable pour que Cavendish impose sur le contre-la-montre, c'est pas du tout ses spécialités. Par contre, sur l'étape des Champs-Élysées, il aura largement sa chance. C'est une étape qui, historiquement, est réservée aux sprinters. On sait, c'est un peu ambiance petit four et champagne sur les premiers kilomètres parce que tout le monde fête un petit peu la fin du tour. Une fois que ça va arriver sur les champs, les 9 boucles vont s'enchaîner à une vitesse assez folle. Chaque boucle fait 6,8 km, donc ça va monter en régime, il y aura des crevaisons, il y aura potentiellement des chutes. On sait que c'est toujours un rythme qui monte soudainement sur les derniers kilomètres. Est-ce que le CAV va pouvoir aller chercher sa 35e victoire et rentrer définitivement encore plus, si c'est possible, dans la légende de la Grande Boucle? Encore une fois, bah, chapeau à tous ces athlètes. On voit presque 80 heures de course pour le premier. On voit que ça grimpe assez vite, hein. Si tu sors du top 15, tu vois, 15e c'est Aurélien Paré-Peintre, il est déjà à plus de 80 heures, sans compter les sprinteurs qui ont pris du retard sur les épreuves de haute montagne, donc forcément ça s'accumule. Voilà, on peut avoir un peu plus de respect pour ces forçats de la route, comme le disait Antoine Blondin, le journaliste de l'équipe en début du siècle dernier. Voilà, ce sont des grands monsieur. Après, on aime ou on n'aime pas le cyclisme. Je sais que c'est un sport qui divise parce que jugé soporifique par beaucoup. C'est pas un sport qui est malheureusement très télégénique parce qu'on a l'impression qu'il se passe pas grand chose sur certaines étapes. Ça reste un sport peut-être le plus dur au monde à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de polémiques avec le dopage. Euh, Beaucoup de gens qui ont tendance à résumer le cyclisme à une affaire de seringue. Évidemment, il y a eu des affaires de dopage, il y en a peut-être à l'heure où on parle, sûrement. Euh, Ça reste le propre de l'humain, malheureusement pour certains, de vouloir tricher et contourner le système. On refera pas l'être humain, et on n'est pas là pour résumer le cyclisme au dopage, surtout pas. Même s'il y a même s'il y a eu des affaires comme ça n'empêche pas que ce sont des sportifs qui s'entraînent toute l'année, toute une vie pour atteindre ce niveau-là. Donc on ne peut que leur tirer leur chapeau, même si demain matin, n'importe lequel d'entre nous se fait mettre toutes des doses de PO de n'importe quel produit, c'est pas pour autant qu'on arrivera à grimper le Mont Ventoux 2 fois comme eux l'ont fait. Donc voilà, on peut évidemment être admiratif de leurs efforts malgré tout. Au niveau du classement général, pour revenir sur le Tour de France, bon bah le Tadej Pogacar qui va aller faire le doublé, hein. Il avait déjà été sacré l'année dernière, il le sera encore cette année, sauf circonstances folles sur les quelques étapes. Jonas Vingegaard, le Danois, qui fait un tour solide. Il a rarement été décroché par Pogacar dans les épreuves de montagne. Carapace, pareil, qui a fait faire un coup de bluff monstrueux sur l'étape avant-hier, en haut du col du Portet d'Asper, on sent croire qu'il était cramé jusqu'au bout du bout pour tenter une petite attaque en traître à 1 km 3. C'était vicieux, c'était bien vu. Ben O'Connor, le grimpeur australien de AG2R Citroën Team, qui a fait un tour honorable avec une victoire d'étape. Voilà, Kelderman, Henrik Mas, Lutsenko. Guillaume Martin, premier français à la 8e place. Tour de France assez solide, il a pris beaucoup d'initiatives. Je suis obligé aussi de parler de David Gaudu, le chouchou de Domingo, qui a fait un Tour de France assez solide aussi. Il a pris des risques. Il a tenté hier, il était bien parti dans l'ascension de Luzardinen pour aller chercher la victoire. Il a été un peu court, mais face à Pogacar, c'était compliqué de tenir le rythme. Pour répondre à ta question, Ibarus, à quand un Tour de France pour les plus de 70 ans qui nous saoulent sur la route?
Je ne répondrai pas. En Haute-Savoie, on les a sur les routes de montagne, on peut pas les doubler, c'est assez chiant. Surtout quand il y a des pistes cyclables prévues à cet effet, mais bon, nous ne sommes pas là pour débattre de nos septuagénaires, on ne peut plus respectables eux aussi. Voilà, donc 3 Français dans le top 15 aussi avec Aurélien Paré-Peintre qui fait une honorable 15e place, donc des Français qui ont fait un Tour de France assez solide. Peut-être une victoire d'étape d'ici après-demain, je pense pas, mais peut-être un sprint où ça se passerait bien, pardon, ou une échappée qui se concrétise qui se concrétise. J'ai du mal aujourd'hui pour les Français. Voilà, petit résumé de l'actu sportive. Comme je vous ai dit, hein, c'est pas la plus grosse semaine qu'on ait eue en termes d'actu. On sort quand même une période chargée avec Wimbledon, les finales NBA, la Stanley Cup, l'Euro, la Copa América. J'ai essayé de vous donner le maximum de résultats, mais là ça se calme, hein. On va attendre tranquillement la reprise des championnats en foot et la fin des finales pour décanter tout ça. Du coup, évidemment, on est le 16 juillet, vous commencez à avoir l'habitude, on souhaite les anniversaires, on fait un petit récap des dates. J'ai tenté un nouveau format, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, plutôt que de vous faire une longue litanie de noms qui n'a ni queue ni tête pour ceux qui découvrent les sportifs. Je me suis dit que ça aurait beaucoup plus de sens, pardon, si jamais je vous mettais des petites photos, des petites dates. Regardez-moi si c'est pas beau. Alors, on commence avec le 16 juillet 1961. Jacques Anquetil, légende du cyclisme français, premier cycliste de l'histoire à atteindre les 5 victoires sur le Tour de France, qui gagne son deuxième tour en 1961, le premier étant en 1957, sachant que c'était le premier à l'époque à réussir un exploit assez fou de garder le maillot jaune de la première à la dernière étape. Voilà. Grand coureur français, pour ceux qui ne le connaissaient pas forcément de nom, le premier donc à 5 boucles. Il n'y en a pas beaucoup après qui vont laisser une telle place dans l'histoire. Je crois qu'il y aura eu Bernard Hinault, autre cycliste français dans les années 70-80. Il y aura Miguel Indurain dont on va parler rapidement après. Après, il y a eu un autre cycliste américain dont on ne doit plus dire le nom, puisqu'il est officiel dans ce classement-là, puisqu'il a été déchu de ses 7 victoires, c'était Lance Armstrong, euh, qui, est beaucoup, euh, qui est beaucoup plus connu de notre génération, parce que bien plus médiatisé à notre époque, mais il faut savoir que Lance Armstrong, du fait des affaires de dopage qui l'ont secoué, il a été déchu de l'ensemble de ses victoires sur le Tour. Donc voilà, c'est un petit peu un trou au palmarès, mais toujours est-il que sur la piste, entre guillemets, sur les routes, il l'avait gagné cette fois. Donc voilà, petit moment de, du 16 juillet, c'était cette époque-là. Ça fait 60 ans aujourd'hui. Voilà, Jacques Anquetil qui nous a quittés à la fin des années 80, emporté par une longue maladie. Au niveau des anniversaires, elle fête ses 79 ans aujourd'hui. Margaret Smith Court, la sportive, enfin la tennis woman la plus titrée de l'histoire au niveau des grands chelems. Vous avez le chiffre sous les yeux, hein, je ne vais rien vous cacher. 64 titres du grand chelem, 24 en simple, donc vous aurez compris que c'est un record, puisque chez les hommes, il y a eu, on en a parlé récemment avec le sacre de Djokovic, le record est co-détenu par Roger Federer, Novak Djoko et Rafael Nadal. Merci à Fadoli30 de nous rejoindre, merci à toi, merci beaucoup. Donc voilà, Margaret Smith Court, 24 titres en simple, 19 en double dame, 21 en double mixte. À savoir, elle a fait le grand chelem en 1970, c'est-à-dire que sur la même année civile, elle a gagné les 4 grands chelems. Donc l'Open d'Australie, Roland Garros, Wimbledon et l'US Open. Voilà, bon, petite joueuse, voilà, petit palmarès. Membre, c'est comme membre, mais quand tu fais une faute d'orthographe, membre du Hall of Fame du International Tennis Hall of Fame depuis 1979. Une grande dame de l'histoire qui a gagné ses titres à cheval sur l'ère amateur et l'ère open. Il faut savoir que jusqu'en 1968, le tennis, les tournées du Grand Chelem étaient interdits aux joueurs et joueuses professionnels. Donc il y a pas mal de grands joueurs et de grandes joueuses qui n'ont pas eu le même palmarès, puisque le tennis, pour des questions de rémunération, ils étaient passés professionnels, euh, mais ils étaient cantonnés à des matchs d'exhibition entre eux de manière régulière. Et en 1968, devant
la désertification, moi si je crois que ça se dit désertification, des tribunes parce que les gens voulaient voir les meilleurs joueurs. Euh, L'ère Open a été décrétée, c'était une ère où les joueurs professionnels pouvaient côtoyer les joueurs amateurs. Et c'est ce qui a permis aussi au tennis de se développer dans la forme qu'on lui connaît, où les meilleurs joueurs s'affrontent tout simplement, qu'ils soient professionnels ou amateurs, même si maintenant sur les tournois du Grand Chelem, bah, tu as une exclusivité de professionnels. Donc voilà, petit hommage à une grande dame du tennis, une grande dame du sport australien dans sa forme la plus pure, tout simplement. Autre nom, on en a parlé brièvement tout à l'heure, Miguel Indurain, qui fête ses 57 ans. Euh, Merci Barus pour la définition. Voilà, désertification, phénomène naturel, conséquence des variations climatiques et des activités humaines qui peut entraîner la détérioration de la végétation, l'érosion des sols et le déplacement de population. Ça passe. C'est pas la meilleure définition que j'ai trouvée, mais bon, merci, merci Wikibari. Du coup, Miguel Indurain, 57 ans aujourd'hui, quintuple vainqueur du Tour de France entre 1991 et 1995, 5 ans consécutifs. Imaginez juste la performance. 2 fois vainqueur du Tour d'Italie entre 93 et 94. Médaille d'or au contre-la-montre au JO d'Atlanta 96. Petit palmarès aussi, voilà, grand cycliste du début des années 90. Grand monsieur qui a arrêté sa carrière assez brusquement après ses titres. Parce que je crois qu'il a dû arrêter sa carrière en 96 ou 97, peu de temps après son sacre à Atlanta. Voilà, coureur très complet, très bon grimpeur, mais excellent rouleur. Il faisait partie de ces cyclistes qui grimpaient bien, mais qui faisaient surtout la différence sur les contre-la-montre, où il arrivait à battre des grimpeurs un peu plus confirmés, mais qui perdaient plus de temps sur les épreuves individuelles. Donc voilà, grand monsieur, grand coureur dans l'équipe Banesto. On voit le sponsor avec les triangles rouges et bleus. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'est une banque espagnole qui était un sponsor majeur du cyclisme jusqu'au milieu des années 2000. Voilà, pour la petite info. On change un petit peu de sport. On commence avec un Français, Michel Desjoyaux. Alors je vous cache pas que je suis pas un expert patenté en voile, mais voilà, ça fait partie de ces noms qu'on connaît quand on suit un petit peu le sport français. 2 fois vainqueur du Vendée Globe, 1 fois vainqueur de la Route du Rhum, 3 fois vainqueur de la Solitaire du Figaro. Peut-être le nom le plus connu à l'heure actuelle dans la voile française avec Jean Le Cam, digne successeur d'Éric Tabarly, qui était lui aussi un grand monsieur de la voile française, voilà, qui fête ses 56 ans. Donc bon anniversaire à lui, bien évidemment. Petit crochet par la NFL, je sais qu'Ibarus sera forcément content de ce crochet-là. Lui, mon expert officiel en NFL. Barry Sanders, running back, lui aussi du côté des Lions de Detroit. Carrière de 10 ans. Il faut savoir que s'il avait fait une année en plus, il battait le record de yards parcourus. Donc les yards parcourus, c'est simplement le nombre de yards, on va dire les mètres pour faire une transition française avec le système métrique. C'est des yards que tu parcours avec la balle à la main pour les running backs. Les running backs, c'est ceux à qui on donne le ballon pour qu'ils courent tout seuls à fond jusqu'à la end zone, pour schématiser un petit peu. Voilà, tu as le quarterback qui lance les ballons, tu as les receveurs ou les tight ends qui récupèrent les balles, les passes, et tu as les running backs à qui on donne vraiment le ballon dans les mains et tu dis allez, tout droit garçon. Donc voilà, Barry Sanders, LVP de la NFL en 1997. Comme je vous l'ai dit, hein, il aurait pu battre le record qui était détenu par Walter Payton du nombre de yards parcourus dans la carrière. Il a décidé d'arrêter sa carrière au sommet, ce qui est quelque chose de très rare pour les sportifs. Souvent, il y a des sportifs qui font des années de trop. Je pense par exemple dans un tout autre registre, dans un tout autre sport. Mais à Valentino Rossi, par exemple, qui a du mal à arrêter et qui commence à faire des performances qui sont presque tristes pour un pilote de sa trempe et de son palmarès. Barry Sanders, lui, a eu l'intelligence de s'arrêter au sommet de sa gloire. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut que lui reconnaître. Stefano Garzelli, alors, son nom ne vous dit peut-être rien. Je sais que vous n'êtes pas forcément des grands amateurs de cyclisme. Peut-être certains d'entre vous, mais pas la majorité. Stefano Garzelli, qui était un excellent grimpeur italien,
Si on fait un peu le parallèle avec Indurain, je parlais des grimpeurs qui étaient très bons grimpeurs mais mauvais rouleurs. Stefano Garzelli en était le meilleur exemple. Des hommes comme lui ou Marco Pantani qui grimpaient très très bien, mais qui, dès qu'il fallait faire l'effort tout seul sur du plat, il n'y avait plus personne. Donc Stefano Garzelli, vainqueur du Tour d'Italie en 2000. C'est-à-dire que le Tour d'Italie, pour la petite information, ils n'ont pas de maillot jaune pour le premier, c'est un maillot rose, un maillot rase. C'est très joli. Très joli, rose fuchsia, rose bien pétant. Voilà, Stefano Garzelli, donc très bon grimpeur au début du siècle, qui après a été épinglé pour quelques affaires de produits dopants, malheureusement. Il a dû écouter un petit peu sa carrière. C'est un fléau qui frappait beaucoup les cyclistes italiens au début du siècle. Voilà. Là, c'est un autre nom qui va plaire aussi à Ibarus parce que je le connais et je sais qu'il aime les joueurs un peu durs au mal. Zibo, Zach Randolph, ailier fort en NBA. Une carrière assez longue puisqu'il a commencé au début des années 2000 et il s'est arrêté là, je crois, il y a 2 ou 3 ans. Peut-être l'exemple même du joueur qui n'est pas forcément le plus talentueux balle en main, mais qui est ultra tenace, qui est ultra dur au mal. Un joueur vraiment qui symbolisait à l'époque de Memphis ce qu'on appelait le grit and grind. C'était ce côté de, il n'y a pas beaucoup de points marqués, mais par contre ça défend le plomb jusqu'en enfer. Donc voilà, Zibo était le symbole de cette équipe-là. 2 fois All-Star en 2010 et 2013. Meilleur rebondeur offensif sur 2 saisons, je crois, au début des années 2010. Et joueur ayant le plus progressé en 2004 en NBA, donc un grand sportif américain. Pas le plus connu, pas le basketteur le plus connu, mais vraiment un sportif qui mouillait le maillot. Petite transition féminine, on reste dans les sportives américaines avec Carly Lloyd, grande meneuse de jeu de le Team USA depuis le début du siècle. Bah, je vous invente rien de plus de ce qui a déjà marqué. Élue 2 fois meilleure joueuse mondiale de la FIFA en 2015 et 2016. 2 fois championne du monde en 2015 et en 2019, la fameuse Coupe du Monde en France, qui avait été pas mal médiatisée. 2 fois championne olympique du côté de Pékin et de Londres. Donc voilà, une grande dame du football américaine avec Mia Hamm, Megan Rapinoe, Alex Morgan, leur gardienne dont j'ai oublié le nom et je m'en excuse. Anne Solo, pas Anne Solo, je sais que c'est Solo, mais j'ai oublié son prénom. Et je m'en excuse. Anne Solo, c'est. Il tient plus que ce qu'il arrête. Autre nom majeur du football du début du siècle, Sergio Busquets. Voilà, on rentre dans les noms qui sont encore vraiment en activité. On l'a vu au niveau de l'Euro il y a quelques semaines et quelques jours. Évidemment, membre du trio du milieu de terrain du Barça en début de décennie avec Xavi et Iniesta, récupérateur, un peu vicieux, mais très bon technicien dans, la, dans le développement du jeu avec ballon. Sergio Busquets, fils lui aussi je crois que son père était gardien au niveau du Barça. Bon, le palmarès de Sergio Busquets, je vous en ai mis qu'une petite partie, je crois qu'il y a en plus cette Liga avec le Barça. Euh, Champion du monde en 2010 avec la Rora, champion d'Europe en 2012, pas en 2008, il n'y était pas encore, il était trop jeune à l'époque. Membre, alors le triplé, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. En 2009, 2011, 2015, le Barça avait gagné la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe, la Coupe du Monde des clubs. C'était l'époque où le Barça roulait sur tout ce qui bouge et même ce qui bouge pas. Donc voilà, icône du Barça, qui est encore en activité, même s'il est un peu en fin de carrière et s'il est un petit peu en dedans. Et voilà, grand monsieur du football espagnol de ce début de siècle. On va rester dans le football espagnol d'une certaine manière, du moins dans la Liga. On va aller chez l'ennemi. Regardez-le, le meilleur footballeur golfeur, Gareth Bale, qui a, bon, anciennement le joueur le plus cher du monde lors de son transfert entre Tottenham et le Real. 4 Ligues des Champions, je crois que c'est 2014, 2016, 2017, 2018, avec Ronaldo, Benzema, Ramos, et toute la clique du Real. Et accessoirement, le footballeur avec le meilleur swing. On connaît la passion de Bale pour le golf. Ça lui a valu suffisamment de problèmes en termes d'image avec le Real. Donc voilà, petite boutade sur son swing.
Il y a même des rumeurs comme quoi il allait arrêter sa carrière cet été pour se reconvertir en tant que golfeur professionnel. Alors, à première vue, c'est pas la décision qu'il a prise, mais en vrai, si ça arrive, ça me surprendrait qu'à moitié. On quitte les pelouses pour un grand monsieur du sport français à l'heure actuelle, puisque c'est actuellement deuxième du classement de MotoGP, c'est Johan Zarco, qui fait ses 31 ans aujourd'hui, il est de 1990, le minot, champion du monde en Moto 2, donc bah, Moto 2, c'est les. Alors, je crois que maintenant c'est plus les 250 cm3, ça l'était à une époque, mais j'ai plus la cylindrée exacte. Champion du monde en Moto 2, depuis il est passé en MotoGP. Il n'a pas encore une victoire pour l'instant, je crois qu'il a déjà fait 11 podiums, ce qui est tout sauf dégueulasse. Actuellement deuxième du classement mondial, derrière un autre français, El Diablo, Fabio Quartararo. Donc voilà, on a peut-être des bonnes chances cette année d'avoir un Français champion du monde en MotoGP, et ça serait un vrai, vrai plaisir parce que ça commence à dater maintenant. Voilà pour les petits points au niveau des dates, au niveau des anniversaires. Vous voyez qu'on a pas mal de monde. C'est une petite rubrique que je trouve assez sympa, comme ça permet de faire un petit focus sur différents sports. On a parlé de voile, alors qu'en vrai, je suis tout sauf calé en voile. Même en MotoGP, je m'y suis remis un petit peu cette année, mais j'ai pas une culture monstre. Donc voilà, je me suis dit que c'était un petit peu sympa. Vu que l'actualité est un petit peu calme, je peux pas dire qu'on fait un focus sur l'actualité, mais on va basculer un petit peu du côté des cinémas, puisque bah, vous le savez sûrement, si vous suivez un petit peu l'actu, mercredi prochain sortira le nouveau Space Jam, euh, avec LeBron James qui reprendra le rôle de Michael Jordan. Alors je sais pas pour vous, ça va dépendre peut-être de votre culture, de votre âge. Pour moi, Space Jam a été un film clé de mon enfance. Je l'ai regardé un nombre incalculable de fois. C'est un pilier de ma culture NBA, de ma culture de basket, de mon amour pour ce sport en tout cas. Ça et quelques jeux vidéo qui sont venus entériner un petit peu tout ça. Mais voilà, je voulais rendre un hommage à des basketteurs qui étaient dans le film. Alors, quand on pense aux basketteurs qui étaient présents dans Space Jam, logiquement, il y a un numéro 23 de Chicago qui ressort en tête de liste, Michael Jordan. Donc voilà, c'est le premier nom auquel on pense. Pour ceux qui ont vu le film, j'espère que vous êtes nombreux à l'avoir vu d'ailleurs, euh, Lemon Stars était composé de 5 monstres qui s'étaient emparés du talent de joueurs NBA, de vrais joueurs pour le coup, de vraies légendes de ce sport. Et je me suis dit que ce serait pas mal de refaire un focus sur les 5 noms qui composaient les Monsters à l'origine. Donc voilà, petit retour en arrière sur ce film de légende. Voilà, je me suis permis un petit copyright Warner Bros. Image mythique du coup d'envoi du match décisif. Alors je suis désolé pour la qualité de l'image, j'ai pas trouvé mieux. Michael Jordan face aux 5 Monsters, on s'en souvient, c'est match de légende, avec l'arrivée de Bill Murray en fin de match qui met un coup de pompe dans le ballon. J'ai toujours pas compris pourquoi d'ailleurs. Avec une petite feinte, hop hop, il a failli lâcher un ish, ish. Ah, c'est la belle époque. Le charme des années 90. Donc voilà. Bah, les cinq Monstars, c'était des joueurs de basket qui reprenaient globalement les caractéristiques des joueurs NBA qui leur correspondaient. On va le voir, un meneur assez petit. Euh, alors, c'était le Monster rouge. Je suis désolé, j'ai pas les noms des Monstars. Pour le coup, je cale un peu là-dessus. Il y avait un grand Monstars tout bleu, tout grand, tout frêle. On avait deux Monstars qui étaient un peu hyper athlétiques, vert et violet, et le Monstars orange qui était assez fourni du postérieur. On verra qu'il y a une correspondance dans les joueurs NBA. Et en fait, tout ça, c'est pas un hasard. Ça correspondait vraiment au morphotype des joueurs qui étaient concernés. Petit focus sur Space Jam, le film à proprement parler. Ah, c'est un film qui a déjà 25 ans. Déjà. Certains d'entre vous n'étaient peut-être pas nés, ou peut-être pas en âge de voir le film. C'est un film d'animation culte des années 90 qui a été produit par la Warner Bros. Qui cherchait un digne successeur à un autre film d'animation qui mélangeait comme ça les personnages de fiction et les acteurs humains. C'était Qui veut la peau de Roger Rabbit, qui était de 1988, je crois, ou 89. Voilà. En termes de box-office,
Bah, vous avez les chiffres, hein. Un budget initial de 80 millions de dollars, ce qui était énorme pour l'époque, des recettes mondiales estimées à 250 millions de dollars, des basketteurs de légende, on va le voir, une bande son aussi, je l'ai réécouté il y a pas longtemps, une bande son mythique. Logiquement, si on vous dit un son de Space Jam, vous allez penser à Everybody Get Up, It's Time to Slam Now, qui était le générique de Space Jam. Il y avait aussi I Believe I Can Fly de R. Kelly. Il y avait du Barry White, il y avait du Seal. Euh, Personnellement, je pense que c'est une bande annonce, une bande son qui est très sous-cotée en termes de qualité intrinsèque. Personnellement, je me suis régalé à la réécouter. Voilà, je trouve une bande son assez mythique de notre enfance, mais qui est un petit peu oubliée. On va passer maintenant sur le 5 majeur des Monstars. Alors, j'ai essayé de faire un petit récap par joueur. On va commencer avec le coup de cœur. Je vous le dis ouvertement, de tous les basketteurs qu'on va évoquer, c'est celui qui me tient le plus à cœur. Tyrone Boggs, plus connu sous le surnom de Muggsy. Vous avez son maillot juste là, son maillot de Charlotte. Pourquoi coup de cœur? Parce que c'était un joueur qui dénotait par sa taille, vous le voyez, 1m60. Je crois il était estimé à 62 kilos dans un sport où la taille est peut-être le premier attribut auquel tu penses quand tu penses au basket, c'est des joueurs grands. C'était un joueur qui dénotait par sa taille, qui n'était pas un shooter hors pair, mais qui avait une super vision de jeu. Et voilà, pour quelqu'un comme moi qui a été petit une bonne partie de son enfance, Muggsy était un symbole d'espoir pour te dire que bah, tu pouvais être plus petit que les autres et t'en sortir dans le monde adulte, on va dire. Donc voilà, Muggsy, énorme coup de cœur. Donc si on fait un petit parallèle avec le 5, le 5 majeur, bah, évidemment c'est le meneur rouge qui est tout petit par rapport aux autres. Vous aurez bien compris que c'est le parallèle avec Muggsy Bogues qui est fait là. Joueur bien plus petit que la moyenne, mais ô combien talentueux, qui fait une carrière on ne peut plus honorable de 14 saisons, dans un sport où physiquement, on va dire, il partait avec, j'allais dire pas avec un handicap, mais avec un physique moins taillé à proprement parler pour le basket que d'autres. Alors, je mets joueur des Charlotte Hornets, pas que, bien évidemment, mais il a fait une bonne partie de sa carrière là-bas. Il a fait quelques passages aussi au Washington Bullets. Voilà. C'est notamment lui qui est sur la célèbre photo où on voit en face de Manu de Bol qui fait 2,31 m, où tu vois les deux l'un à côté de l'autre avec trois ballons de basket empilés entre les deux, pour symboliser la différence de taille. Je crois même que c'est la couverture du dernier livre de Trash Talk, le plus grand livre de basket. Donc voilà, un exemple pour pas mal de monde, Muggsy. Grand joueur sans être une superstar, mais qui à l'époque avait une cote incroyable parce que les Charlotte Hornets étaient l'équipe peut-être la plus hype et la plus branchée en termes d'identité. Euh, je vais essayer, je sais pas si je le souviens, voilà. Un logo identitaire assez fort. Euh, hop, ce magnifique frelon, qui est un des logos les plus cultes peut-être du sport américain des années 90. Ça, avec le taureau le logo des Chicago Bulls par exemple, ou peut-être le canard des Ducks d'Anaheim en NHL. Ah, c'est des logos que tu retrouvais parfois dans les streetwear à l'époque. C'était le symbole de culture. Charlotte n'était pas une franchise qui gagnait énormément, c'était pas une franchise qui était couronnée de succès. Déjà parce que pour se frayer un peu un chemin en termes de succès au milieu des Chicago Bulls dans les années 90, c'était assez compliqué, on va pas se mentir. Mais en termes d'identité, c'était une équipe qui était séduisante, il y avait pas mal de joueurs hyper athlétiques, ça dunkait beaucoup, il y avait des personnalités assez charismatiques. Voilà. Donc Muggsy était un petit peu le visage de cette équipe-là, et un joueur on ne peut plus sympathique. À côté de lui, alors, à l'extrême opposé, Sean Bradley, pivot, pivot qui lui faisait 2,29 m. Ça vous laisse présumer de la différence de taille entre les deux, qui vient de fêter ses 49 ans. Sean Bradley qui a eu un gros souci de santé puisqu'il a eu un accident, je crois, de vélo il n'y a pas longtemps et il est actuellement paralysé. Je crois qu'il est paralysé à vie, malheureusement. Triste fin pour un ancien grand joueur iconique des années 90-2000. Donc lui, pareil, ben, c'est l'extrême opposé. Si on prend les Monstars, c'est le Monstars bleu, si on reprend la photo. T'as Muggsy qui est là, t'as Sean Bradley qui est là. Voilà, pour comparer un petit peu les deux.
Évidemment, voilà, je me plante, voilà. Donc pareil, une caractère. J'ai du mal aujourd'hui. Une carrière honorable en NBA, 12 saisons, entre 93 et 2005. C'est un joueur qui malheureusement a souvent été décrié par l'opinion publique parce que il a eu tendance à souvent se faire dunker dessus par des joueurs plus athlétiques. Pour ceux qui connaissent, je pense notamment à Vince Carter, je crois qu'il lui a mis un tomard monstrueux sur le coin du museau. Donc voilà, Sean Bradley, c'était souvent un peu ce côté chair à canon qu'on envoyait quand il s'agissait de se faire dunker dessus et de faire des magnifiques posters pour les chambres d'ados. Ça reste un grand contreur, ça reste un bon rebondeur de la NBA, même s'il n'a pas fait une carrière non plus. Voilà, c'est pas Kareem Abdul-Jabbar non plus, dont on a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, mais il a fait une carrière en termes d'identité et en termes de passage sportif tout simplement assez honorable. Alors à l'époque du film, en 96, il est du côté des Nets. Après, il ira à Dallas pour finir sa carrière et je crois qu'il fera un bon bout de sa carrière. Je crois qu'il doit faire 6 ou 7 saisons du côté des Mavs à Dallas. Donc voilà, pas le plus talentueux de cette équipe. J'ai essayé de les classer un petit peu par palmarès. On va voir qu'il y a d'autres noms qui sont bien plus clinquants que Sean Bradley, mais un joueur iconique des années 90 et 2000 pour ma génération qui a découvert le basket à cette époque-là avec les jeux vidéo, entre autres. C'était un joueur que tu reconnaissais souvent par son gabarit dans les jeux, à une époque où les résolutions des joueurs n'étaient pas encore top, top, top. On était loin de Touquet 21, bien que la jouabilité était mieux à l'époque. Coucou Touquet. Mais voilà, c'est un joueur qu'on reconnaissait par son gabarit et sa tête, on va dire, d'américain moyen. À savoir que dans ce PowerPoint, j'ai pas mis Larry Bird qui fait une apparition dans le film. C'est lui qui joue au golf avec Michael Jordan et je crois que c'est Stan, l'agent qui est ultra collant dans le film. Larry Bird qui est la légende ultime des Celtics de Boston. Mais vu qu'il apparaît pas en tant que basketteur, je trouvais pas ça judicieux forcément de le mettre dans le classement. Pareil, j'ai pas mis les joueurs qui apparaissent succinctement dans le film. Il y a Vlade Divac, il y a Dan Majerle, des grands noms du basket américain, mais qui apparaissent juste une fraction de seconde euh, pour illustrer des séquences sur le terrain. Je trouvais pas ça judicieux de les mentionner. On commence à attaquer un petit peu le haut du panier. Larry Johnson, lui pareil, dans la catégorie joueur iconique des années 90, du côté de Charlotte avec Muggsy dont on a parlé. Dunker de génie. Il avait fait un spot télé où il était déguisé en grand-mère. C'est un surnom qu'il a suivi toute sa carrière. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je ne peux que vous conseiller le Ball Never Lies qui lui a été consacré par Alex, qui maintenant officie sur Trash Talk. Voilà, un joueur ultra spectaculaire, ultra athlétique, pardon. Ailier fort, donc poste où tu es censé être assez grand, 2,01 m seulement. C'est plus la taille d'un arrière à l'heure actuelle, même de certains meneurs qui sont plus grands. Je pense à Ben Simmons maintenant qui est plus grand que lui. 2,01 m. Premier choix de draft en 1991, rookie de l'année la même année par définition. Carrière trop courte par rapport à son talent, puisqu'il a arrêté sa carrière en 2001 pour des raisons de santé. Il a eu des problèmes chroniques au dos après un passage du côté de New York, où ils ont été en finale NBA en 99, avec une action de légende faite par Larry Johnson qui fait une action à 4 points à la toute fin du dernier match des finales de conférence contre Indiana de mémoire. Il marque un 3 points, il prend la faute en même temps, il marque le lancer franc, qui est le chant du signe un petit peu de sa carrière. Donc grand monsieur du basket des années 90, Larry Johnson, lui qui formait un trio avec Muggsy et Alonzo Mourning. Les deux, que ce soit Larry Johnson ou Alonzo Mourning, jouaient tous les deux dans la raquette en tant qu'ailier fort et pivot. Ceux qui ne pouvaient pas se saquer en vrai, apparemment, des bruits qu'on a entendus. Il y avait une rivalité en interne et ça a pourri un petit peu la carrière des deux joueurs. On va attaquer, voilà, on commence à attaquer le lourd du lourd. Là, vraiment, je vous ai mis Patoche, l'ami Pat Ewing. En termes de légende, on attaque vraiment le haut du panier. Là, on est vraiment sur un des top 3 pivots des années 90. J'ai mis joueur des New York Knicks. J'aurais dû mettre légende ultime des New York Knicks. Il y a d'autres gens qui mettront des joueurs plus iconiques à New York que lui. Pour moi, c'est vraiment le joueur qui personnifie la franchise de New York.
À l'heure actuelle, quand il retourne au Madison Square Garden, il est applaudi par toute la salle. C'est un grand monsieur de l'histoire new-yorkaise. Il a malheureusement jamais rien gagné avec cette franchise. Mais voilà, une carrière de 17 saisons, de 85 à 2002, faite quasiment en exclusivité. Je crois qu'il est de 85 à 99 à New York. Il aura une fin de carrière un peu dégueulasse où il va dans plusieurs franchises. Il a un peu échangé comme un malpropre. Mais voilà, premier choix de la draft en 85, rookie de l'année en 86. Un grand monsieur du basketball new-yorkais, basketball des années 90. Vous le voyez à son maillot, membre de la Dream Team de 92. Donc la fameuse Dream Team, la seule et l'unique, je dirais, enfin pas la seule parce qu'il y en a eu d'autres, mais la Dream Team au sens qu'on lui connaît, cette équipe mythique avec entre autres Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, John Stockton, Karl Malone, David Robinson, Christian Leitner, que des grands monsieur. 11 fois All-Star dans sa carrière, un numéro 33 qui a été retiré par les Knicks. Il faut savoir qu'en termes d'honneur, avoir son maillot retiré, son numéro retiré, c'est peut-être l'honneur le plus fort qu'on puisse avoir. Après, tu peux être membre du Hall of Fame, on voit que Patrick Ewing l'a été 2 fois, je vais revenir là-dessus. Mais quand ton numéro est retiré par ta franchise, une franchise dans laquelle tu as joué, c'est-à-dire que la franchise s'engage à ne plus jamais donner ton numéro, le numéro que tu as porté, à un autre joueur. C'est le gage de respect le plus fou qu'on puisse avoir dans une franchise. Patrick Ewing l'a eu pour toutes ces années de bons et loyaux services du côté de New York, son numéro 33. Voilà, retiré par les Knicks, et donc 2 fois membre du Hall of Fame, une fois en tant que joueur individuel en 2008, et une fois en 2010 avec les autres joueurs de la Dream Team des JO de 92, du côté de Barcelone, l'équipe qui avait redoré le blason américain après le fiasco des JO de Séoul où ils avaient perdu contre l'URSS. Donc voilà, Patrick Ewing, grand pivot de la sélection américaine et grand pivot des New York Knicks. Et enfin, le cinquième, et non le moindre, Charles Barkley, ailier fort de 1m98. Donc pareil, ailier fort, t'es plus aux alentours, à cette époque-là, t'es plus censé être aux alentours des 2m10, 2m13. Charles Barkley faisait 1m98 et encore avec des micro-talonnettes. C'était loin d'être un joueur très grand. Au moment du film, il est encore du côté de Phoenix. Euh, joueur culte des années 90, joueur iconique à plus d'un titre, un des meilleurs joueurs déjà de sa génération. On voit cinquième choix de draft de 84. La draft de 84, par beaucoup, elle est considérée comme la meilleure draft de l'histoire, puisque cette année-là sortait de l'université en même temps Charles Barkley, Hakeem Olajuwon, Michael Jordan, John Stockton, que des grands noms. Que des grands noms. Savoir que Michael Jordan n'était même pas le premier choix de sa draft. Il y a eu 2 mecs sélectionnés avant lui, dont un qui fera une carrière désastreuse et qui sera à jamais comparé à Michael Jordan pour son parcours. Donc Charles Barkley, une carrière légendaire de 16 saisons, sans aucun titre en NBA malheureusement. Il a été une seule fois en finale, c'était en 93, l'année où il remporte ce joli petit trophée que vous voyez dans ses mains, c'est le trophée de MVP, trophée de meilleur joueur donc de la saison. Il emmènera Phoenix, donc les Suns, en finale de NBA, ils tomberont contre les Chicago Bulls de Michael Jordan. Donc voilà, grand monsieur du basket américain, membre lui aussi de la Dream Team de 92, au milieu de toutes les légendes dont on a déjà parlé. Meilleur marqueur de Team USS pendant les JO, donc on l'oublie souvent, mais vraiment il était rentré au JO avec l'esprit combattant. On lui devra notamment une célèbre déclaration avant le premier match de Team USA qui jouait contre le pays africain de l'Angola. Et un journaliste a eu la bonne idée de lui dire Charles, vous savez quoi sur l'Angola? Bon, bah, Charles, qui est pas le plus grand diplomate de l'histoire, hein, il a dit en vrai, je connais rien sur l'Angola. Tout ce que je sais, c'est ils vont avoir des problèmes. Voilà. Je crois que la déclaration originale, pardonnez mon anglais, c'est I don't know anything about Angola, but Angola is in trouble. Donc l'Angola va être dans la sauce. Il ira faire une deuxième Olympiade du côté de Team USA au JO d'Atlanta 4 ans plus tard à domicile. Pareil, hein, 2 médailles d'or. MVP de la NBA en 93.
11 fois All-Star, 2 fois membre du Hall of Fame. Il sera intronisé à titre individuel en 2009 et à titre collectif avec la Team USA première du nom en 2010. Donc voilà un petit peu le 5 des Monstars. On va finir avec leur adversaire le plus connu en face. Peut-être que vous avez déjà vu ce nom en NBA, ou peut-être si vous suivez, si vous êtes un petit peu expert, c'est pas le nom le plus connu du monde du basket, surtout pas. Michael Jordan, euh, considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de l'histoire, le plus grand basketteur. Alors certains diront peut-être LeBron James ou Will Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar. Le nom le plus iconique du basket de l'histoire, je pense qu'on peut s'accorder sur Michael Jordan. 1m98, une carrière quasi exclusive du côté de Chicago, une carrière de 15 saisons entrecoupée de plusieurs pauses, de 84 à 93. Il est revenu en 95 jusqu'en 98. Ces deux sessions-là ont été faites du côté de Chicago. Et il reviendra faire une petite pige de 2 ans du côté des Wizards de Washington, franchise dont il était le propriétaire. Donc, au vu des résultats désastreux de son équipe à l'époque, il s'était dit qu'il allait remettre les sneakers, si ce n'est pour apporter du talent sur le terrain, mais aussi pour remplir un peu la salle, qui était avide et enthousiaste à l'idée de revoir le saint patron. Michael Jordan, alors, petit palmarès, trop fort rien. 6 fois champion NBA, 91, 92, 93. Vous remarquerez que les Bulls ne gagnent pas pendant son absence en 94 et 95. Et il reviendra en 96, 97, 98, boucler son passage chez les Bulls avec un nouveau titre. 5 fois MVP, meilleur défenseur de l'année en même temps qu'il gagne le MVP en 88, 14 fois All-Star. N'en jetez plus, la messe est dite. Un palmarès individuel fou, un flow incroyable, un nom iconique, une marque de fringues, enfin de sneakers et de fringues par extension. Jordan, iconique aussi, propriétaire maintenant de la franchise de Charlotte, comme quoi on boucle la boucle. Grand nom, voilà. On voit sur cette photo la statue qu'il a devant la salle de Chicago, devant le United Center, salle où jouent actuellement les Chicago Bulls. 2 fois champion olympique en 1984 avec du côté des Jeux Olympiques de Los Angeles, à une époque où les joueurs professionnels n'étaient pas encore autorisés. Lui finissait son cursus universitaire, il était autorisé à participer. Il ira chercher un titre encore en 92. 2 fois membre du Hall of Fame, une fois en 2009 en tant que Charles Barkley, une fois en tant que membre de la Dream Team. Son numéro 23, évidemment retiré par les Bulls, on parle du plus grand joueur de l'histoire. Le contraire serait une honte. Retiré aussi par la franchise de Miami alors qu'il n'y a jamais joué. C'est le seul joueur dans cette situation-là dont le numéro est retiré par une franchise pour laquelle il n'a pas joué. Élu plus grand athlète nord-américain du siècle par ESPN, tout sport confondu. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter sur Michael Jordan qui n'aurait pas été dit. Voilà, plus grand joueur de l'histoire à plus d'un titre. Alors, même si d'un point de vue statistique, LeBron James est en train de faire mieux en termes iconiques et par rapport à ce qu'il a apporté au basket mondial, notamment par sa simple présence dans la Dream Team de 92, qui a révélé un peu le basket de la NBA aux futurs jeunes joueurs européens. Je pense à la génération des Tony Parker, Pau Gasol, Dirk Nowitzki, qui ont vraiment eu une opportunité de découvrir le basket. Et ça a permis aussi l'expansion du basket sur des nouveaux continents comme l'Europe ou l'Amérique du Sud ou l'Asie aussi. Donc voilà, à plus d'un titre, figure légendaire du basket tout court. Grand monsieur. Alors pour ceux qui ont vu le film, il y a une scène, enfin c'est l'intrigue même du début du film. Pour ceux qui se souviennent, le générique, on revoit tous les highlights de Michael Jordan. La conférence s'ouvre avec Michael Jordan qui annonce sa retraite à l'époque et qui dit qu'il va se consacrer au baseball. On aura des scènes après on voit jouer au baseball du côté des barons de Birmingham, où il se fait pourrir par la critique, où il dit que tout le monde est gentil avec lui parce que c'est Michael Jordan, mais qu'en vrai il est pas bon. Euh,
Après, bon, il rejoindra le monde des Looney Tunes et on n'est pas là pour refaire le film. Après, il fait équipe avec Bugs Bunny, Daffy Duck et tout ça, tout ça. Mais il faut savoir que ce passage de Michael Jordan en MLB, donc du côté du baseball, a vraiment existé. C'est pas le film pour le coup, c'est inspiré de faits réels. Voilà, vous avez l'image sous vos yeux. C'est pas une scène, c'est pas une image extraite du film ou du tournage du film. Il faut savoir que Michael Jordan en 93, il sort d'un troisième titre avec les Chicago Bulls. Il estime avoir fait un peu le tour de la question, il ne plus avoir rien à prouver. Sauf qu'à l'été 93, son père se fait assassiner sur une aire d'autoroute. Il se fait froidement assassiner par deux mecs qui voulaient, je crois, lui carotter sa bagnole. Et ça tourne mal et son père se fait assassiner. Et Michael Jordan, bah, un titre tout à fait logique, semble faire une dépression. Et il se dit que bah, cette envie de changer un peu d'air, ça se concrétise aussi par l'envie d'arrêter le basket et aussi d'honorer une promesse qu'il avait fait à son père, c'était de se lancer dans le baseball. Son père est un grand fan de baseball. Euh, c'est un passage aussi qui sera repris d'une certaine manière dans le film avec son père au début quand il est avec Michael Jordan enfant, qui lui dit ouais le baseball ça c'est un vrai sport. Voilà. Donc Michael Jordan va se lancer dans une carrière. Alors elle n'est pas aussi nulle que ce que le film en dit. Il fera pas un passage légendaire loin de là. Il jouera avec le club école je crois que c'est des Red Sox, où il jouera du côté des Barons de Birmingham en portant ce numéro 45. Donc voilà, le film pour le coup a repris une vraie séquence du film. Et il faut savoir que au milieu de la saison 95, les Bulls seront un petit peu en difficulté en basket. Et il y a de plus en plus de rumeurs qui disent que Michael Jordan de temps en temps vient faire un petit match à l'entraînement, il rechausse un peu les sneakers, il roule encore sur la concurrence sans vraiment s'entraîner. Et de fil en aiguille, Michael Jordan s'aperçoit que le baseball c'est bien, mais qu'il n'est pas aussi performant, il est jugé sévèrement. Et à ce moment-là, il décidera de revenir aider les Chicago Bulls, euh, où je crois qu'à partir du troisième, dès son troisième match, il met 55 points contre New York, qui était une des meilleures défenses du monde à l'époque. Donc voilà, rapidement, il se remet dans le tempo. Il ira faire un run de playoff assez solide, mais voilà, il se fera sortir par Orlando. Salut Daffy, content de te voir gros. Bah ouais, je suis en retard, mais t'es au taf, t'as le droit, le taf, c'est bonne excuse, bon plan. C'est dommage, j'ai loupé le passage sur Space Jam, on parlait de Daffy Duck, pseudo que tu connais bien, copieur. Voilà, donc un passage iconique de Michael Jordan, pour le coup, qui a servi les intérêts du film aussi, parce que le film reprend clairement cette intrigue-là de Michael Jordan qui fait un burn-out, qui dit qu'il a fait le tour, qu'il arrête. Euh, voilà, c'est toujours un petit peu compliqué. À l'époque, la retraite de Michael Jordan était légitimement motivée par cette détresse personnelle qu'il rencontrait avec la mort de son père, où il avait voulu se reposer en allant au baseball. Sauf qu'évidemment, quand tu es le plus grand sportif de ta génération, tout sport confondu, bah, peu importe le sport que tu vas faire, tu seras jugé, tu seras plus jugé, plus scruté que les autres. Donc c'est pour ça aussi que Michael Jordan fera une brève incartade par le baseball, mais qui ne sera pas forcément couronné de succès. Donc voilà le petit point sur les six noms majeurs de Space Jam. Voilà, donc si on reprend la photo de famille, je ne parlerai pas de Marvin le Martien qui était arbitre juge impartial de cette rencontre. Donc logiquement, on aurait en vert Larry Johnson, je suppose, Sean Bradley en bleu, Muggsy dont on a parlé au tout début en rouge, Charles Barkley en orange et Patrick Ewing en violet. Alors peut-être que Ewing et Larry Johnson ils l'ont inversé, mais après ça reste le même morphotype. C'est peut-être plus Larry Johnson en rose enfin en violet pardon, et Pat Ewing en vert. Patoche la légende. Une fois, donc je vous refais petit incartade. Donc on a Muggsy, Sean Bradley en pivot, Larry Johnson qui du coup avait dû être décalé en 3. Il faut savoir que l'équipe utilisée pour les Monsters est très très grande, hein. À part un honneur qui est très petit, la logique voudrait que ce soit Charles Barkley en arrière parce que c'est le plus petit presque du reste de l'équipe.
Charles Barkley en arrière, Larry Johnson en 3, Pat Ewing en 4 et Sean Bradley en 5. C'est du tall ball, hein. C'est ce que les Américains appellent du tall ball, c'est-à-dire du très 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 grand. Euh, voilà. Donc petit tour d'équipe. Alors, que des photos de légende. Évidemment, la statue de. On va cesser avec la statue de Michael. Michael, le plus grand joueur de l'histoire. Donc voilà, je voulais un petit peu faire rendre hommage à ce film culte de notre génération, en tout cas pour la mienne. J'espère que vous avez eu la chance de voir ce film d'animation, qui a bien vieilli, je trouve, malgré tout, qui reste identitairement un film majeur de la culture sport de ma génération. Je pense que pour moi, ça équivaut un petit peu. Alors, ça reste un animé pour l'exemple qui va suivre, mais ça reste peut-être un peu l'équivalent basket d'un Liv et Tom. Voilà, David, t'as raison, j'en ai parlé avant que tu arrives, mais musique inoubliable. La bande-son d'une manière globale, la bande-son de Space Jam est une valeur ultra sûre, que ce soit, je redis, un R. Kelly, Seal, Barry White en duo avec Chris Rock sur Basketball Jones. Cette bande-son est iconique, le film l'est tout autant. Ça a été un carton au box-office. Ça a mis longtemps pour honorer une suite. Pour l'instant, je vais pas vous mentir, je sais pas vous, mais moi je suis pas plus hypé que ça par la suite. J'ai trop peur d'une tentative un peu de copier-coller qui s'assume pas du premier. Donc je pense j'aurai la chance d'aller le voir. On en parlera peut-être en live, j'espère. Je vous cache pas que dans les films qui sortent le 21 juillet, j'ai mis Camelot bien plus haut dans ma liste. Camelot que j'irai voir le week-end du 25. On n'est pas là pour parler de planning cinéma. Quoi qu'il arrive, Space Jam 2 avec LeBron James qui va reprendre le flambeau de Michael Jordan. Je suis curieux, je demande à voir. J'ai pas trop regardé plus que ça les bandes annonces pour pas me faire un a priori dans un sens comme dans l'autre par rapport au film. Je sais juste qu'au niveau des voix françaises, il y aura Mister V qui va doubler Anthony Davis. C'est le seul truc que je sais, ça me suffit. Là-dessus, je suis content. Quoi qu'il arrive, voilà, c'était une volonté de rendre hommage à ce Space Jam premier du nom qui a fêté ses 25 ans cette année. Film de légende, carton au box-office. Et voilà, c'est l'heure pour lui de passer le flambeau. On va se quitter là, les amis. Merci à tous ceux qui ont fait un petit détour par le live. Ça fait très plaisir. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end, le plus ensoleillé possible, en vous souhaitant plus de réussite que la Haute-Savoie. Pour ceux qui sont arrivés en retard ou ceux qui veulent se refaire la vidéo, je vais mettre la vidéo de ce soir dispo sur la chaîne YouTube. Vous avez le lien qui s'affiche, le nom de la chaîne qui s'affiche en bas de votre écran normalement. Pour ceux qui le veulent, les réseaux sociaux où je commente un petit peu l'actualité sportive. Je vous souhaite encore une fois à toutes et à tous un bon week-end. Prenez soin de vous. On se dit rendez-vous lundi 18h pour un débrief du week-end. Allez, ciao, bonsoir.